Pendant la seconde moitié du XXe siècle, spécialement à partir des années 1960, les recherches dans le domaine de la survie de l'âme qui ont été si innovantes et réussies ont connu une telle recrudescence qu'elles sont parvenues à dresser un certificat de décès à la mort elle-même. Les chercheurs de ces dernières décennies, légataires du grand héritage laissé par les pionniers du siècle dernier et du début de celui-ci, se sont avérés être des serviteurs créatifs et dévoués. Lentement, ces recherches, soutenues par les progrès extraordinaires de la physique quantique et de la technologie, apportent une contribution à la société dans son ensemble. En triomphant des niches récalcitrantes du réductionnisme. La matière, qui jusqu'à récemment semblait invulnérable dans sa tranchée rigide, s'est révélée aux yeux de l'homme du XXe siècle comme étant de l'énergie pure. Nous avons constaté qu'en dernière analyse les corps physiques, même les plus lourds et volumineux en apparence, sont constitués de lumière coagulée comme l'ont révélé en 1968, les esprits supérieurs par l'intermédiaire de Francisco Cândido Xavier, un enseignement qui plus tard en 1975 a été énoncé par Bob Tobin et Fred Alan Wolf. La matière n'est rien de plus que de la lumière capturée par la gravitation, c'est sans aucun doute un rude coup pour l'élément de base avec lequel les matérialistes ont toujours travaillé. Les recherches de ces dernières décennies auxquelles nous nous référons ont produit de nombreuses publications, dont certaines ont connu un grand impact auprès du public. Le 12 juin 1959, l'artiste suédois Friedrich Jürgenson, quand il recueillait des chants d'oiseaux pour un documentaire dans la banlieue de Stockholm, fut surpris en examinant l'enregistrement par un grand nombre de voix parlant des langues différentes. Le phénomène se répéta d'innombrables fois. Jürgenson reconnut que c'était un nouveau moyen de communication des esprits et présenta le résultat de ces nombreux enregistrements dans son livre « Communication radio avec les défunts ». Suite à la publication de ce livre, le psychologue et philosophe letton Constantin Rodiv prit contact avec l'auteur et se consacra à la même recherche, en obtenant un exploit sans précédent. L'enregistrement de 72 000 phrases de l'au-delà, publié dans son courageux travail L'inaudible devient audible. La transcommunication instrumentale, communication des esprits par des moyens techniques comme le magnétophone, la radio, la télévision, le téléphone, l'ordinateur, le fax, etc., connut suite à ses travaux un grand élan qui élargit grandement dans les décennies suivantes son rayon d'action grâce au patient travail d'autres chercheurs respectés à la fin des années 1950, Carli Ozzi, un psychologue letton, qui était lié à l'époque à la fondation de parapsychologie de New York, impressionné par le travail de deux chercheurs de la Society for Psychical Research, SPR. Le professeur James H. Hislop, de la branche américaine, et William Barret de la branche anglaise décida d'enquêter sur des cas de malades en phase terminale. Pour ce faire, il envoya des questionnaires aux médecins et aux infirmières, dans lesquels il les interrogeait sur leurs expériences avec des patients mourants. En 1961, il publia les résultats dans la monographie « Observations sur le lit de mort par des médecins et infirmières ». Plus tard, toujours dans les années 1960, le Dr Ozzi en collaboration avec le Dr Erlendur Haraldsson de l'université de Reykjavik, en Islande, mena une seconde étude sur le même sujet, qu'il fit en 2 étapes parce qu'elle portait sur 2 cultures très différentes en soi, celle d'Amérique du Nord et celle de l'Inde. Dans la première phase, il envoya 2500 questionnaires aux médecins et aux infirmiers américains et reçut 20% de réponses. Dans la deuxième phase, commencée dans les années 1970, il envoya le même nombre de questionnaires aux médecins et aux infirmiers du nord de l'Inde et obtint 14% de participation. L'informatisation des données a permis d'obtenir les mêmes résultats que les autres chercheurs des premières décennies du XXe siècle. Les 3/4 des visions au moment de la mort étaient de proches déjà décédés, d'êtres qui venaient les saluer et les recevoir au moment qui semblait être les derniers de leur vie terrestre. D'une certaine manière, cette recherche perpétue les recherches extraordinaires sur les facteurs psychiques au moment de la mort, consignées dans les monographies laissées par Ernesto Bozano qui fut une personne d'une extrême importance pour la métapsychique. Dès 1961, le Dr Ian Stevenson, psychiatre et professeur à l'Université de Virginie, aux États-Unis, entreprit des voyages dans divers pays d'Orient, Inde, Birmanie, Thaïlande, Ceylan, Turquie, Liban, Sri Lanka, et de l'Occident, Alaska, Canada, États-Unis, Brésil, etc., à la recherche de cas de réincarnation. Il publia de nombreux articles dans diverses revues et en 1966, dans le cadre des annales de l'American Society for Psychical Research, ASPR, il lança le livre qui par la suite devint un classique du genre, 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. Au Brésil, le 13 décembre 1963,
l'ingénieur Hernani Guimara Andrade fonda l'Institut de recherche psychobiophysique, IBPP, et, à partir de là, il accumula les enquêtes sur des rats de réincarnation, de médiumnité et de poltergeist, entre autres. En 1976, il publia son premier ouvrage sur l'une de ses premières recherches, la monographie. Un cas suggérant la réincarnation, Jassira et Ronaldo. Il lança ensuite, en 1979, une autre monographie, et en janvier 1988, il publia son livre Réincarnation au Brésil, un classique du genre, présentant 8 cas bien documentés. Pratiquement seul, sans aucune aide financière, ne comptant que sur le travail bénévole de sa fidèle et compétente secrétaire, Suzuki Hashizumi, le docteur Andrade parvint à enquêter sur 75 cas suggérant la réincarnation, 32 cas de poltergeist et 2 de drop-in entrant, une étape importante pour la recherche de la survie et de la réincarnation au Brésil. À l'automne de 1965, la psychiatre suisse Elisabeth Kubler-Ross commença, avec 4 étudiants à l'hôpital de Chicago, ses séminaires sur la mort et le mourir. Elle se tenait à l'écoute de ces malades en phase terminale pour apprendre avec eux sur ces questions d'extrême importance pour le genre humain, mais qui jusque-là avaient été discriminées par la communauté scientifique et la société dans son ensemble. 2 ans plus tard, ces réunions passèrent à la catégorie de cours à l'école de médecine et au séminaire de théologie, fréquentés par plus de 50 personnes, médecins, infirmiers, aides-soignants, assistants des hôpitaux, etc., un véritable dialogue interdisciplinaire. En 3 ans, elle avait déjà entendu plus de 300 patients au seuil d'une nouvelle vie. En 1969, le docteur Kubler-Ross publia son livre révolutionnaire et innovant Questions et réponses sur les derniers instants de la vie qui décrivait pour la première fois les étapes psychologiques des mourants. D'autres suivirent par la suite, également d'une immense valeur, de véritables leçons d'humanisme, d'espoir, de réconfort et de soutien total à la théorie de la survie de l'âme. En 1965, alors qu'il étudiait la philosophie à l'Université de Virginie, Raymond Moody rencontra George Ritchie, un professeur de psychiatrie de l'école de médecine, qui l'impressionna tout de suite par sa gentillesse et sa cordialité. Il sut plus tard, lorsqu'il étudiait la médecine et écoutait son histoire racontée à un groupe d'étudiants intéressés, qu'à l'âge de 22 ans, Ritchie avait été considéré comme cliniquement mort pendant 9 minutes, mais qu'il se souvenait parfaitement bien de ce qui se passa pendant ce laps de temps. À ce cas s'en ajoutèrent beaucoup d'autres qui pullulaient autour de lui, ce qui l'instigua à les documenter. En 1972, quand il entra à la faculté de médecine, il avait déjà recueilli de nombreux témoignages. Le docteur Moody publia en 1975 un petit livre intitulé La vie après la vie, préfacé par le docteur Kubler-Ross, avec des récits et des études de quelques-uns des 150 cas recueillis, dont ceux de personnes qui avaient vécu à un moment donné une mort clinique ou l'avaient frôlée, mais étaient revenues pour raconter. Plusieurs se rappelaient des sons qu'elles avaient entendus, du tunnel sombre qu'elles avaient traversé, pour atteindre ensuite un monde de lumière. D'autres rapportèrent l'étrange sensation de flotter autour de leur corps physique, de voir des parents et des amis décédés ou de parler par la pensée avec un être de lumière, en récapitulant même tant chaque instant de leur existence, comme si un film fantastique se déroulait sous leurs yeux. Elles retrouvaient ensuite leur corps physique, pour certaines d'entre elles avec réticence, sans savoir pourquoi, d'autres par choix, mais toutes animées par une raison supérieure, ayant le sentiment que leur moment n'était pas encore arrivé. Cette expérience inhabituelle fut connue par la suite sous le nom d'expérience de mort imminente ou EMI. La vie après la vie connut un succès retentissant. Un best-seller pouvant peut-être s'expliquer par le fait que la culture occidentale nie la survie d'une manière systématique, mais paradoxalement, elle est touchée par le sujet et souhaite de plus amples informations à ce propos, surtout depuis les années 1960. Kenneth Ring, un psychologue social très respecté de l'Université de Connecticut, Storr, eut de nombreux doutes à la lecture de La vie après la vie et à partir de 1977, il entreprit ses propres recherches, en quête de réponses convaincantes. Il publia ainsi son premier article scientifique sur le sujet. Il interviewa personnellement 74 témoins sur les 102 présentés dans son livre sur les frontières de la vie, publié en 1980. 4 ans plus tard, il lança le projet Oméga, expérience du 3e type d'expérience de mort imminente, en élargissant ainsi encore plus ses si notoires activités de recherche. Il est le fondateur et l'actuel président de l'Association for Near-Death Studies, association d'études d'expérience de mort imminente, dont le siège se situe à l'Université de Connecticut. Le cardiologue Michael Sabom de l'hôpital des vétérans d'Atlanta,
en Géorgie, publia ses premières études sur les expériences de mort imminente en partenariat avec la psychiatre Sarah Kreuziger également en 1977. Au fil des ans, il réussit à dénombrer 100 cas à étudier à propos, desquels il publia son livre Souvenirs de la mort, une investigation médicale en 1982. Ses recherches, ainsi que celles du Dr Ring, sont des références obligatoires dans le domaine des EMI. Au cours d'un voyage en Inde en février 1976, le docteur Margot Gray, psychologue anglaise, tomba gravement malade et vécut une EMI qu'elle raconta par la suite dans son livre Return from Death. Quand elle parvint à surmonter sa maladie, elle se consacra à l'étude de cas similaires aux siens, en gardant un contact avec le docteur Kenneth Ring. Sur son invitation, elle s'enfuit aux États-Unis en 1981, où elle eut la possibilité d'étudier des centaines de cas dans les archives de l'IANDS, en notant alors combien Moody, Ring et Sabom étaient corrects dans leurs observations. De retour en Angleterre, elle mena elle-même des recherches sur 38 cas d'EMI, complétant ses premières recherches sur le sujet au Royaume-Uni. Le premier cas d'EMI chez un enfant fut signalé en 1983 par le docteur Melvin Morse, pédiatre à l'hôpital pour enfants de Seattle. À partir de 1982, pendant 8 années consécutives, le docteur Morse et ses collègues étudièrent 26 enfants qui avaient survécu à un arrêt cardiaque. Ils comparèrent ceux qui étaient passés par une EMI avec 176 autres enfants gravement malades qui n'avaient pas expérimenté de mort clinique. Les deux groupes furent soigneusement comparés en fonction de leur âge, leur sexe, des médicaments et des anesthésiques utilisés. Tous les sujets étudiés avaient séjourné dans une unité de soins intensifs. Dans les deux groupes, le cerveau avait souffert du même manque d'oxygène et la chimie sanguine globale était identique. Il fut possible de détecter que presque tous les patients cliniquement morts avaient vécu un ou plusieurs éléments de EMI, tandis qu'aucun des 176 patients du groupe témoin n'avait relaté de symptômes proches d'une telle expérience. L'étude de Seattle démontra que l'EMI n'est pas un fantasme généré par la réanimation, ni une hallucination, puisqu'aucun des enfants du groupe témoin l'avait vécu. Le docteur Melvin Morse fit connaître ses recherches sur les EMI chez les enfants dans son livre « Des enfants dans la lumière de l'au-delà ». Ce véritable best-seller fut suivi par un autre, Aux frontières de la mort en 1992, avec toujours pour co-auteur Paul Perry. Dans ce dernier livre, ils relatent tous les deux leurs recherches sur des adultes, en traitant tout particulièrement les modifications de comportement chez les patients après cette expérience unique. Pendant près de 20 ans, Paulo Rossi Severino interviewa des familles qui avaient perdu un être cher et qui avaient reçu de leurs nouvelles à travers la médiumnité psychographique de Francisco Cândido Xavier. Ces travaux débutèrent en 1974, avec pour objectif immédiat la publication des messages dans le journal Folla et Spirita, et par la suite la réalisation d'une recherche. Dans les entretiens, les familles à qui ces lettres avaient été adressées répondirent au questionnaire préparé par l'Association des médecins spirites de Sao Paulo, AME-SP, et ces données furent plus tard analysées à l'aide d'un ordinateur. Les résultats finaux, réunis dans le livre A Vida Triunfa, révélèrent la grande qualité et la fiabilité des informations médiumniques, démontrant la réalité de la vie après la mort. Cette recherche servira de base à l'ensemble de l'étude que nous tenterons de faire dans ce livre sur la vie dans l'au-delà. Carlos Augusto Perandrea, professeur à l'université de Londrina, expert renommé en graphoscopie, étudia les messages psychographiques reçus par Chico Xavier, surtout lorsqu'il sut qu'il y avait des similitudes entre les signatures des personnes décédées reçues par les mains du médium et celles de ces êtres quand ils étaient en vie. Les résultats de ces études comparatives, toutes penchant pour l'authenticité des messages, sont réunis dans le livre Psychographia à Luz da Graphoscopia, qui est une référence pour la recherche brésilienne dans le domaine de la survie. Rappelons également les recherches en parapsychologie sur les expériences hors du corps, EHC, le dédoublement astral ou projection de la conscience, qui ont démontré l'existence d'un corps plus subtil permettant les déplacements et la liberté de mouvement dans l'au-delà, capable de franchir les obstacles formés par les matières les plus denses que l'on connaît actuellement dans le monde. Charles Tarr et Carly Ozzie ont mené des études intéressantes à ce sujet. Ce sont quelques-unes des recherches les plus importantes portant sur la survie réalisées pendant les dernières décennies du XXe siècle, du moins les plus pertinentes pour le travail que nous souhaitons développer dans ce livre. Initialement, nous tenterons de nous concentrer sur l'étude des EMI. Notre objectif est de chercher son essence, ses stades ou éléments communs, pour ensuite comparer ces données aux révélations reçues par le médium Francisco Xavier Cândido, source fiable.
grâce à laquelle le plan spirituel supérieur communique ses leçons depuis plus de 70 ans, sans interruption. Pour nous, l'humble moissonneur d'Uberaba est la plus grande agence de presse de l'au-delà que l'humanité ait connue. Ci-dessous nous en exposons les raisons. Singulière agence de presse. Dans les années 1970, le docteur Julia Maria Pereira de Moraes Prieto Pérez s'est jointe à moi, ainsi que d'autres collègues, pour élaborer un vaste projet d'étude de la médiumnité de Francisco Cândido Xavier qui devait être parrainé par l'Association des médecins spirites de Sao Paulo. L'ambitieux projet fut conclu par une description exhaustive de nos recherches sur le plan sociologique, littéraire, historique, sur les preuves des révélations psychiques, y compris les scientifiques, outre une biographie complète. Malheureusement, nous ne sommes jamais parvenus à mener ce projet à bien parce qu'il lui manquait une structure de base. Il y eut cependant un fait concomitant qui permit d'obtenir des résultats pratiques très positifs, avec l'utilisation d'une partie de ce matériel. Le 18 avril 1974, le journal mensuel Folla Espirita fut fondé par mon époux Freitas Nobre et quelques amis qui souhaitaient divulguer le spiritisme à un public plus répandu, surtout pour les sympathisants qui pouvaient se le procurer directement dans les kiosques. L'un de ses directeurs, mon frère aîné Paulo Rossi Severino, partit sur le terrain, comme un reporter, en divulguant dans ses pages les lettres-messages des désincarnés adressés à leurs familles, qui avaient été reçus par psychographie par Chico Xavier. Nous vîmes là une excellente occasion d'utiliser les questionnaires déjà élaborés pour la recherche médiumnique. Et c'est ce que l'on fit. On donna à Paulo ses outils afin de recueillir des données et il partit sur le terrain en les appliquant durant ses entretiens avec les familles des esprits qui se communiquaient, un travail qui connut son apogée dans les années 1970 et 1980. Ces entretiens duraient en moyenne 3 à 4 heures et près de 2 d'entre eux furent réalisés, constituant un recueil important du journal Folla Espirita qui permit aux chercheurs de terrain d'écrire le livre A Vida Triunfa, publié aujourd'hui également en anglais et en espagnol. Cet ouvrage comporte 45 messages de désincarnés avec les commentaires de l'auteur lors de leur publication dans le journal, et, en deuxième partie, la contribution de l'Association des médecins spirites de Sao Paulo, une introduction du professeur Abraham Rothberg, président de l'institution à l'époque, un relevé élaboré par le docteur Antonio Ferreira Filho sur les recherches scientifiques du XXe siècle portant sur la survie de l'âme et des observations faites par moi-même et par le docteur Maria Julia sur les données de l'enquête. Ce sont ces résultats, détaillés par l'ordinateur, qui nous inspirèrent l'écriture de ces pages. Un élément très important et indiscutable ressortit tout particulièrement dans la recherche de l'ouvrage, A Vida Triunfa. 100% des informations données par les communicants à leur famille étaient exactes. C'étaient des mots, des phrases et un style de communication reconnu. La manière correcte d'écrire les noms et les surnoms avec, dans de nombreux cas, une signature identique. La précision de la description de la manière dont ils sont morts. Les noms des membres de la famille qui sont venus aider l'esprit sur le seuil de la vie nouvelle, plusieurs d'entre eux totalement inconnus pour les incarnés. La confession d'actes ignorés par les membres de la famille et qui ne furent confirmés qu'après la révélation médiumnique, et plus encore. Notre modeste participation dans le livre, A Vida Triunfa piqua notre curiosité d'en apprendre davantage au sujet de la vie dans l'au-delà, surtout parce que c'était l'occasion de consulter des faits racontés par des esprits ordinaires, des gens comme nous qui sont morts subitement dans des accidents inattendus ou de maladies graves, dont certaines avaient évolué très rapidement, pour la plupart des jeunes, mais aussi d'autres tranches d'âge. Nous connaissions déjà la collection complète d'André Louise et le classique intitulé Voltaire de l'esprit se dénommant Irmão Jacob, pseudonyme de Frederico Figné, mais nous relûmes tout, et plus encore, en faisant un relevé de toutes les données importantes pour ce travail. Nous avons tout d'abord sélectionné 100 ouvrages parmi les 406 reçus par Chico Xavier, pendant ses 70 ans de travail médiumnique, accompli le 8 juillet 1997, et publié par différents éditeurs. En tout, nous nous sommes penchés sur l'étude de près de 500 messages adressés aux proches, en soulignant les informations utiles pour la compréhension de ce qu'est notre vie dans l'au-delà. Même si jusqu'à ce jour nous n'avons pas eu l'occasion d'effectuer l'analyse par ordinateur de toutes les autres œuvres, beaucoup d'entre elles comportant les témoignages de proches, nous considérons comme valables les conclusions de la recherche publiée dans le livre A Vida Triunfa dans le cadre de laquelle cette analyse a été faite, et nous les étendons naturellement à toutes les informations recueillies par l'intermédiaire du médium. Chico Xavier. Comme le remarqua le professeur Rothberg Abraham dans la présentation de la deuxième partie de ce livre,
Ceux qui pensent que le médium se contente de capter les radiations mentales des familles pourront difficilement expliquer les références à des événements méconnus de tous, mais confirmés par la suite. Et il a insista. Par ailleurs, aucune télépathie ne permet à un homme comme Chico d'écrire longuement et correctement en italien, d'utiliser des expressions en hébreu et d'apposer des signatures reconnues par n'importe quel notaire terrien. Et c'est ainsi que Francisco Cândido Xavier, octogénaire, malade, pauvre et humble. Depuis toujours, s'est soudain vu mêlé à des nombres, des pourcentages et des graphiques, statistiquement informatisés et au cœur du hardware des ordinateurs, comme il convient à la veille du XXIe siècle, pour démontrer une fois de plus que la vie de l'esprit se poursuit après la mort du corps. Nous nous fondons donc sur des informations fiables pour écrire ce livre, et tenter de dévoiler notre vie dans l'au-delà. Les nouveaux Dante et Orphée sont revenus pour nous raconter leur grand saut dans l'inconnu et ont trouvé un intermédiaire, assez modeste, qui leur a donné une totale liberté d'expression, pour qu'ils puissent nous faire passer l'apprentissage, les expériences et les émotions qu'ils ont traversées. Tout au long de ce livre, nous ferons des comparaisons avec les EMI. Les similitudes et les proximités entre ces deux types de sources, celles de la recherche dans le domaine des EMI et la psychographie sont si étroites, qu'il nous a semblé parfaitement légitime et approprié d'aborder ces deux références. C'est pourquoi au cours de la discussion des divers sujets, nous avons tenté de fusionner ces deux sources de connaissances. Une fois de plus, se confirme ce que Francisco Cândido Xavier, le médium dont nous étudierons les messages, déclara à une certaine occasion. La foi ouvre une brèche, la science passe par-dessus et construit une autoroute. Sans le savoir, il répétait à sa manière un concept de saint Augustin. La foi cherche, l'intellect le trouve, émis par le saint, à propos d'un commentaire sur le texte d'Isaïe, 7, 9, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Comme des ajustements sont nécessaires entre ces deux domaines, celui de la connaissance intellectuelle et celui de l'intuitive, il nous est parfois difficile d'exprimer les réalités et les expériences de l'esprit en des termes scientifiques, parce que les lois qui régissent la physique tridimensionnelle ne sont pas les mêmes que celles des autres sphères. Lorsque nous parlons, par exemple, de la vitesse de volition et que nous affirmons que des milliers de kilomètres sont parcourus instantanément, nous sommes en train de quantifier quelque chose comme si nous faisions référence à des lois tridimensionnelles connues, alors qu'en fait, le phénomène mentionné atteint une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Comme nous ne sommes pas habitués à ce raisonnement, nous nous référons, pour plus de simplicité, à des kilomètres parcourus, de façon métaphorique, dans une tentative d'expliquer le phénomène avec notre langage commun. Basé sur les informations médiumniques, nous en saurons ainsi un peu plus sur la mort et le mourir, la traversée, l'adaptation à la nouvelle dimension, les répercussions de la mort entre les deux plans, le jeu complexe des relations affectives et ainsi de suite. Nous avons choisi le terme vie nouvelle et pas nouvelle vie, parce que dans ce livre, nous n'étudions pas la réincarnation, mais une autre étape de la vie de l'esprit, celle qui se dédouble après la vie terrestre et qui est dans l'interrègne entre les vies. Nous croyons que les questions abordées dans ce livre sont assimilables à notre vie quotidienne. On ne peut pas dissocier les expériences dans les deux plans parce que la vie est toujours la vie et les événements dans l'un ou dans l'autre seront toujours liés, puisque par son essence, l'esprit est toujours le même. Si les êtres humains discutaient davantage les questions de la vie et de la mort, en regardant avec naturalité les questions touchant la survie, les voies de la violence décroîtraient, voient qu'ils ont eux-mêmes creusé dans le sol maltraité de cette planète extraordinaire où ils ont été placés par Dieu pour aimer et servir. Nous espérons avoir réussi à capturer fidèlement les leçons choisies pour illustrer les différents thèmes, et plus que cela, que celle-ci compose un guide sûr pour notre transformation intérieure, qui est un besoin prioritaire de notre esprit imparfait. Nous reconnaissons que le matériel étudié est extraordinairement riche, et dans ce premier travail, nous n'avons pu en utiliser qu'une partie puisqu'il a fallu naturellement restreindre le sujet à seulement quelques points.